Les États-Unis et l'Union européenne qui affichent leur unité face à la Russie. C'est ce qui ressort de la visite du président américain à Bruxelles. Avant de s'envoler pour la Pologne, Joe Biden a eu un dernier entretien avec la présidente de la Commission européenne. Et ils ont officialisé un accord sur le gaz, dont l'objectif est de réduire la dépendance de l'Europe vis-à-vis des énergies fossiles russes. Les États-Unis saluent l'engagement des Européens de réduire rapidement leur dépendance au gaz russe, a dit Joe Biden. Aujourd'hui, nous nous sommes mis d'accord sur un plan d'action conjoint pour aller vers cet objectif, pour aller vers un avenir énergétique propre et sûr. En l'espèce, le gaz russe sera remplacé par du gaz naturel liquéfié, du GNL, venant des États-Unis. Washington s'est engagé à fournir 15 milliards de mètres cubes cette année. Comme vous le savez, notre objectif est de réduire, puis de ne plus dépendre des hydrocarbures russes. Et cet objectif peut être atteint, tout d'abord en investissant dans les énergies renouvelables. Cela passe aussi par d'autres sources d'approvisionnement en gaz, y compris en GNL. Nous, États européens, voulons donc nous diversifier, ne plus dépendre de la Russie, mais nous tourner vers des fournisseurs en qui nous pouvons avoir confiance, des amis sur qui compter. Dans un autre domaine, Américains et Européens ont trouvé un accord de principe pour encadrer le transfert des données personnelles. Cela fait un mois et un jour que la Russie a entamé son offensive en Ukraine. Et l'Institut des études sur la guerre a publié cette carte animée montrant comment l'invasion s'opère. Elle commence avec le 23 février, le jour avant l'invasion, et revient étape par étape sur les opérations conduites par la Russie en Ukraine. Regardez ici en rouge, vous pouvez voir comment les troupes russes essaient de s'accaparer un maximum de territoire. Le 10, le 11 et le 12 mars, vous pouvez voir comment ils ont tenté d'arriver jusqu'à Kiev, la capitale, et le centre du pays, en avançant par l'Est et le Nord. D'après les dernières informations et cette carte, voici à quoi ressemble la situation actuelle. L'armée russe est en rouge et on peut voir vers où elle se dirige, ses mouvements et ses intentions. Ici en bleu dans le sud et le sud-est, mais aussi à l'est de l'Ukraine, vers les villes de Kharkiv et Louhansk, l'armée russe est très présente. Et d'importantes manifestations contre cette occupation ont eu lieu. La situation évolue aussi dans la région de Kiev, la capitale. Cette carte montre Kiev et ses environs sur 25 km. En bleu, vous pouvez voir les zones que les troupes ukrainiennes ont commencé à reprendre. C'est ici qu'ils ont commencé leur contre-attaque, reprenant certains territoires aux Russes. C'est à l'ouest et au nord-ouest de Kiev que se sont déroulés les combats les plus violents durant ce premier mois de guerre. Le fait que les troupes ukrainiennes aient regagné certaines villes et récupéré des positions défensives a été récemment confirmé par le ministère britannique de la Défense. Depuis le début de la guerre, environ 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer. Ces civils font partie des dernières personnes à quitter Irpin. Cette ville, qui était autrefois une banlieue aisée de Kiev, est devenue aujourd'hui une des zones de guerre les plus violentes. Son emplacement stratégique dans la tentative d'encerclement de la capitale par les forces russes l'a transformée en théâtre de combats acharnés. La plupart de ses habitants l'avaient quitté en empruntant les restes d'un pont détruit. Et maintenant, ce sont ses derniers occupants qui l'abandonnent. Daria, qui vient d'avoir 4 ans aujourd'hui, doit quitter sa maison avec sa mère. Une bombe a frappé notre maison. Nous ne pouvions plus rester. Nous avions prévu un gâteau avec des bougies, mais on a dû les laisser derrière nous. Tandis que pour Yaroslava, il n'était pas question d'abandonner ses 5 chiens. Mes chiens sont comme mes enfants. Ils sont très gentils et très joueurs. Mais ils ont peur des explosions et des tirs. Je ne pouvais pas les laisser derrière moi. Selon l'UNICEF, depuis le début de la guerre, plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer. Et en seulement un mois, 3,6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés dans d'autres pays.
En Géorgie, les sanctions occidentales contre Moscou touchent des milliers de citoyens. Ils sont en effet nombreux à recevoir une aide financière de la part de leurs proches qui ont immigré en Russie. Les nouvelles restrictions ont rendu ces versements d'argent beaucoup plus compliqués. Pour cette Géorgienne, les fins de mois sont devenues difficiles. Mes proches à Moscou avaient l'habitude de m'envoyer de l'argent tous les mois. Le transfert et le retrait étaient faciles. L'argent était crédité sur un compte via une application. Puis je le retirais au distributeur de billets. Maintenant, ils peuvent uniquement m'envoyer des roubles russes. Et cela n'a aucun sens car le taux est très bas. Le dollar a augmenté très rapidement en Russie. Certaines banques de Géorgie ont même suspendu ce service. S'ils envoient des dollars, cela demande beaucoup d'efforts pour récupérer l'argent. Ces versements représentent jusqu'à 13% du PIB de la Géorgie. En 2021, la Russie était le principal pays à y transférer de l'argent avant l'Italie et les États-Unis, selon la Banque mondiale. Mais les économistes se veulent rassurants. Ces transferts seront réduits, mais ne cesseront pas totalement. La réduction des transferts d'argent peut poser des problèmes à certains citoyens et les banques peuvent aussi être partiellement touchées. Mais les institutions ne sont pas menacées. C'est ce que je peux dire avec certitude. Déjà mise à mal par la pandémie, l'économie géorgienne est particulièrement vulnérable. Signe de sa dépendance extrême vis-à-vis du voisin russe, Tbilissi a décidé de ne pas sanctionner Moscou. La plupart des liaisons aériennes entre l'Europe et la Russie ont été interrompues après le début de la guerre en Ukraine. Reste la desserte depuis la Serbie. La compagnie nationale serbe continue ses vols vers la Russie. Des vols pourtant perturbés ces derniers jours par des alertes à la bombe. Des menaces qui ont obligé des avions à revenir se poser à Belgrade. Nous devons essayer de traquer la menace, qu'elle vienne d'un email, d'un appel téléphonique ou d'une lettre. C'est le commandant de bord qui décide où l'avion va atterrir. Il le fait en tenant compte des règles internationales. Autrement dit, l'avion revient à l'aéroport de départ, en l'occurrence Belgrade. Des enquêtes sont ouvertes après chaque alerte à la bombe. La compagnie serbe n'est pas la seule à être impactée. Le 22 mars dernier, une alerte à la bombe a été lancée pour un avion de la compagnie Turkish Airlines qui assurait la liaison entre Moscou et Istanbul. Fausse alerte, l'avion a pu se poser à Istanbul. Reste que les procédures de sécurité ont un coût élevé, comme le reconnaît ce spécialiste de l'aéronautique. C'est sûr que de telles alertes à la bombe pourraient finir par peser sur la compagnie serbe. Mais dans l'immédiat, je pense que cette compagnie va continuer ses vols vers Moscou, car elle en tire des bénéfices. À mon avis, le seul élément qui pourrait conduire Air Serbia à supprimer sa liaison avec la Russie, c'est si cela devient trop coûteux. Cet expert en aéronautique ajoute que l'Union européenne, pour le moment, ferme les yeux sur ses vols entre Moscou et Belgrade. Cela constitue en effet une des seules portes de sortie pour les Européens et plus largement les Occidentaux qui se trouveraient encore sur le sol russe. Un silence religieux à l'arrivée de la dépouille d'Ivan Colonna et des centaines de personnes venues dire un dernier adieu à l'enfant de Cargèse, enterré ce vendredi dans le village corse. Plusieurs personnalités indépendantistes de l'île ont rendu hommage aux militants mortellement agressés le 2 mars dans la prison d'Arles par un détenu islamiste radicalisé. Ici, c'est un héros de la Corse que l'on enterre, un homme qui a toujours clamé son innocence. Mais Ivan Colonna a pourtant été condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998. Christine, visiteuse de prison, est venue dire adieu à celui qu'elle a rencontré une fois par mois pendant 12 ans et qui est devenu son ami. Le déchirement, il vient certainement de la condamnation qu'il a subie, plus que de l'éloignement de sa terre, puisque nous espérions tous qu'il la retrouverait, sa terre, mais pas dans ces conditions dégueulasses. Pour les soutiens d'Ivan Colonna, l'État français est responsable de sa mort en prison. Ses proches réclamaient son transfert dans une prison corse depuis longtemps. Sa mort a donné lieu à de violentes manifestations sur l'île et fait ressurgir la question du statut de l'île. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, venu 3 jours en Corse mi-mars, s'est engagé à ouvrir des discussions vers un statut d'autonomie restant à préciser, une démarche qui a jusque-là permis de ramener le calme.